9 heures, Good Morning Business. Dominique Chargé, président de la coopérative agricole, aussi vous êtes à la tête numéro 2 d'un groupe, d'un immense groupe de coopératives agricoles qu'on avait reçu, si dans mon souvenir est bon, quand nous étions à Nantes, c'est ça ? Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes auteur d'un livre qui sort justement aujourd'hui sur un plaidoyer pour les coopératives agricoles. C'est vrai qu'on était étonné quand on vous avait rencontré, on a rencontré certains de vos homologues, de voir le poids, le chiffre d'affaires des coopératives agricoles en France. 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, ce sont des mastodontes. Et pourtant, quand vous vous présentez, vous dites « je suis agriculteur ». Absolument, bonjour. Ce qu'on a voulu à travers ce livre, c'est effectivement redéfinir, redire au grand public pour que ce modèle soit accessible au plus grand nombre, au grand public. Parce qu'effectivement, notre modèle qui est un modèle différent par sa gouvernance, puisqu'effectivement nos coopératives appartiennent aux agriculteurs, elles sont dirigées par les agriculteurs, elles sont ancrées sur les territoires, elles représentent effectivement une activité économique importante sur les différents territoires français. Et nous avons voulu redire tout ça dans un livre, en partant des idées reçues, c'est-à-dire de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qu'on comprend mal aujourd'hui des coopératives agricoles qui sont un formidable modèle pour relever les défis devant lesquels nous sommes aujourd'hui. Le défi, c'est la souveraineté alimentaire. Évidemment, ça a été replacé au centre des préoccupations avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, avec les questions de sécheresse. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit souveraineté alimentaire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout ramener en France ou est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des listes de produits qu'il faut ramener et d'autres qu'il faut accepter d'importer ? Non, ça ne veut pas dire qu'il faut tout ramener en France. La souveraineté alimentaire, ça doit être pour nous le moyen de ce que j'appelle maîtriser nos chaînes de production, ce que nous ne faisons plus aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui devant une rupture, un changement de paradigme. Nous avons vécu 3 ans de Covid qui ont fragilisé, qui ont remis en cause un certain nombre de modèles de production. Nous avons également la guerre en Ukraine qui nous fragilise beaucoup. Et puis nous avons aussi un certain nombre de sujets, dont le changement climatique, qui remet aussi en cause un certain nombre de fondamentaux sur lesquels nous avions bâti nos chaînes de production. Et donc la souveraineté alimentaire, ça doit être pour nous le moment de se reposer la question de la façon dont nous allons redevenir en autorité stratégique sur ces chaînes de production. Concrètement, quand vous dites il faut retrouver la pleine maîtrise de nos chaînes de production alimentaire, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui ? Quels sont les morceaux du puzzle qui sont manquants ? Depuis 20 ans, la France a reculé sur un certain nombre de productions. Par exemple, aujourd'hui, nous importons 50% des fruits et légumes que nous consommons. Ouais. Nous importons 50% des poulets que nous consommons et nous importons de plus en plus un certain nombre de productions. Nous reculons sur notre production agricole. Et donc, la souveraineté alimentaire, c'est le moment de se reposer cette question de la façon dont on recrée de la production, dont on réarme notre appareil de production, que ce soit la production agricole, mais aussi dans nos usines de transformation, de fabrication de l'alimentation. Alors comment on le fait ? Parce qu'on sait depuis plusieurs années, l'Allemagne qui est devenue un immense pays agricole, avec des coûts de la main-d'œuvre, notamment de la main-d'œuvre immigrée, beaucoup plus bas que les nôtres. L'Espagne aussi, pareil. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est un problème de coût du travail ou est-ce que c'est un problème de prix des produits ? On a vu que par exemple Lactalia vient de négocier une hausse de 30% du prix du lait. Est-ce que c'est ça la solution ? C'est de faire payer plus aux consommateurs ? Non, il y a évidemment une question des prix. Je pense que l'alimentation est aujourd'hui positionnée depuis une quarantaine d'années comme étant la variable d'ajustement du budget des ménages. C'est vrai. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. L'agriculture est très performante, l'agriculture française est très performante. Pendant 40 ans, elle a progressé et elle a rendu tous les gains de productivité et de compétitivité qu'elle a faits aux consommateurs. Aujourd'hui, face aux défis devant lesquels nous sommes, celui du défi démographique, du défi climatique, du défi énergétique et beaucoup d'autres, ça n'est plus possible. Nous devons redonner sa vraie valeur à l'alimentation et il y aura effectivement mécaniquement, et en plus avec l'inflation que nous subissons, mécaniquement des augmentations de coûts et donc de prix de l'alimentation. Il y a quelque chose que vous critiquez aussi dans votre livre, c'est le cadre réglementaire particulier qu'on a en France, les lois sur la négociation commerciale. Il faut tout remettre à plat, il n'y a rien qui fonctionne. On croyait que c'était fait pour protéger les agriculteurs. En fait, ça ne fonctionne plus. En fait, aujourd'hui, face au changement de paradigme dont je parlais, notamment le défi énergétique qui se pose devant nous, nous sommes devant un mur infranchissable. L'augmentation du coût de l'énergie pour nos entreprises, que ce soit les exploitations agricoles, que ce soit nos outils de transformation, nos usines de fabrication de l'alimentation, nous ne pouvons pas assumer cette facture. Je vais donner le chiffre parce que c'est très concret. Les prix de l'énergie pour l'agroalimentaire, c'était avant la crise 2,5 milliards d'euros. C'est ça. Aujourd'hui, c'est 14 milliards d'euros. Pour 2023, ce qui se profile en l'état actuel des choses, c'est
13,5 milliards d'euros. On multiplie donc la facture énergétique par 5 à 6. Mais c'est pas possible. On ne peut pas absorber cette facture et il nous faut donc un certain nombre de mesures. La première, c'est effectivement, il nous faut de la visibilité d'abord sur la disponibilité et le prix de l'énergie. Et là, il y a une démarche européenne en cours. Il nous faut également la possibilité de pouvoir passer une partie de cette facture dans les prix vers nos clients. Parce qu'aujourd'hui, juste pour terminer, la matière première agricole est protégée dans ses tarifs, mais les coûts industriels ne le sont pas et nous ne pouvons pas passer nos coûts industriels vers nos clients. Parce que je rappelle qu'effectivement, dans le modèle coopératif, vous êtes souvent aussi, vous avez la production agricole et en plus vous transformez avec des marques de coopératives. Absolument. Une marque sur 3 aujourd'hui appartient à une coopérative. Ouais. Et en fait, les coopératives représentent non seulement 70% de la production agricole, mais également 40% de la transformation et de l'agroalimentaire. À qui vous parlez là? Vous parlez aux consommateurs ou vous parlez aux distributeurs? Quand vous dites qu'il faut passer ces hausses de prix, aux deux? Je parle évidemment aux distributeurs, mais je parle surtout aux citoyens. Celui à qui nous devons nous adresser, celui avec qui nous devons repasser un pacte pour la souveraineté alimentaire, c'est le citoyen français et le citoyen européen qui doit comprendre aujourd'hui dans quelle situation nous sommes et dans quelle situation nous sommes en train de fragiliser nos chaînes de production. Mais le problème, c'est que le consommateur, il a un pouvoir d'achat qui s'effrite et il a du mal à entendre ça. Il a du mal à comprendre qu'il va devoir payer son lait 30% plus cher. C'est compliqué. Vous avez raison. On sait que vous avez raison. Mais comment faire passer ce message-là ? Je vous le disais, c'est d'abord redonner sa juste valeur à l'alimentation. Oui, c'est protéger aussi nos chaînes de production, nos appareils de production, nos exploitations agricoles, nos entreprises de transformation de l'alimentation. Parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons tout simplement de ne plus avoir suffisamment de nourriture pour nourrir les populations. Vous avez vu Didier Duhaupan qui annonce son départ du groupement Les Mousquetaires, qui est forcément un de vos clients. Vous l'interprétez comment sur les dissensions internes, justement, sur la stratégie de prix ? Moi, je l'analyse surtout comme étant la conséquence de la guerre des prix que se livrent aujourd'hui les différents acteurs de la distribution entre eux et qui a eu un effet mécanique sur une entreprise qui s'est posé la question de la meilleure façon de pouvoir suivre justement ceux qui imposent cette guerre des prix. Et j'en appelle donc aujourd'hui aux distributeurs. Vous dites que Duhaupan, il était plutôt pour faire passer les hausses de prix ? Non, Duhaupan était dans une stratégie où il a justement voulu suivre ceux qui imposent cette baisse des prix et entrer en... Et en interne, il y en a peut-être d'autres qui souhaitent peut-être plutôt accompagner l'évolution des prix agricoles. Il y a effectivement aujourd'hui dans un certain nombre d'enseignes cette réflexion. Certaines enseignes sont déjà plus ouvertes à avoir aujourd'hui une relation plus équilibrée qui prennent justement en compte ce que je vous disais, c'est-à-dire le fait qu'il faut protéger nos outils de production, protéger nos capacités de production. Merci beaucoup Dominique Chergé, président de la coopération agricole, d'être venu